Très chers invités en vos titres et qualités, bonjour et bon après-midi. Bonjour. J'aimerais Bonjour. bien avoir quand même Bonjour. j'aimerais bien voir le feedback. Ok, Bonjour. bonjour. Soyez les bienvenus sur la plateforme de l'initiative pour l'exploration géologique du Congo, INEX en sigle. J'aimerais bien commencer par présenter ce qui est INEX. INEX est une organisation à but non lucratif basée en République démocratique du Congo depuis 2016 et légalement depuis début 2020. Donc, depuis 2016, parce que nous avions déjà commencé à entreprendre certains travaux dans l'amélioration des connaissances géologiques de la RDC. Mais seulement en 2020 que nous avions formalisé INEX pour avoir les statuts légaux et opérer officiellement en République démocratique. Alors, INEX se focalise à promouvoir des projets de recherche, à établir des liens forts entre les universités et praticiens et à rechercher des financements pour des projets d'exploration avec un accent particulier sur la géologie économique. L'objectif principal de l'INEX est de faire progresser l'avenir de la recherche géoscientifique en République démocratique du Congo en soutenant les chercheurs et la recherche universitaire par des initiatives de collaboration multidisciplinaire. Alors, aujourd'hui, nous nous réunissons conformément aux objectifs qui s'est fixé INEX, à savoir de rassembler les géologues ou les géoscientifiques autour des travaux et sujets des recherches géologiques ayant trait aux défis du développement durable. Alors, le thème proposé pour des échanges ouverts d'aujourd'hui aborde des questions relatives à une substance minérale considérée comme oubliée. Donc, il s'agit du minerai de fer dont la République démocratique du Congo est dotée d'immenses réserves dans sa partie nord-est, au Kasaï, dans le Katanga, à l'est de la République démocratique du Congo et à l'ouest, vers le Bas-Congo. Alors, à ce jour, seul le gisement dans le Katanga avait fait l'objet d'exploitation industrielle pour les besoins industriels et du développement des infrastructures associées à la production minière de la GECAMI. Alors, maintenant, je vais vous donner juste quelques mots sur la méthodologie, comment nous allons procéder. Alors, nous allons procéder de cette façon parce que nous avons trois sous-thèmes et c'était quatre, mais nous les avons réduits à trois. Il s'agit, on va parler de l'état des connaissances, de l'état des connaissances. Et dans cet état des connaissances, nous allons parler de la géologie et du potentiel des gisements ou du minerai de fer en République démocratique du Congo. Et ensuite, nous allons parler des potentiels investisseurs. Dans le secteur, nous savons que dans le secteur, des ressources naturelles, n'importe qui peut venir commencer à piocher et chercher de l'or, chercher le diamant, mais quels sont les potentiels investisseurs? Quelles sont les structures ou les organisations censées investir dans des projets gigantesques pour exploiter le fer? Et en troisième position, nous allons parler de l'expérience et expertise sur tous les stades de la chaîne de valeur dans l'exploitation de fer. Comme nous le savons, le fer est comme l'aluminium, mais sont appelés les bulk commodities. Ça veut dire que ça nécessite des infrastructures lourdes, ça nécessite beaucoup de moyens. Alors, ce n'est pas n'importe qui peut soit faire un montage financier pour un projet de fer. Et tout ça, nous allons pouvoir débattre. Alors, en ce qui concerne la méthodologie pour prendre la parole, et comme nous l'avons indiqué dans l'annonce, il s'agit des échanges libres, ouverts sur les sous-thèmes que nous avions développés tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, j'accorde la parole aux participants afin de développer les sous-thèmes.
chacun selon ses connaissances sur la question et l'expertise à la matière. Donc, moi, personnellement, je suis Papi Combié, je suis membre de l'INEX et coordonnateur national du réseau des géologues du Congo. Donc, je vais assurer la police du débat et c'est moi qui accorde la parole sur demande suivant deux options. La première option consiste à lever la main et on va vous donner la parole. Ou soit vous pouvez transmettre dans le chat vos commentaires, questions et suggestions. Et sur ce, nous déclarons ouvert nos échanges de ce jour et nous pouvons les géologues, je sais qu'il ne se posera pas de problème. Merci. À vous la parole. Okay. Merci, Papi. Alors, comme Papi venait de le dire, alors, la première des choses, c'est l'état de connaissances que nous savons sur les faits de la RDC. Papi a essayé d'épingler. Alors, on va partager ce que nous savons pour le moment. Qu'est-ce que nous savons sur le fer en RDC? Alors, d'abord, où est-ce qu'on peut trouver le fer en RDC? Alors, d'après quelques recherches que nous avons menées, ce n'est pas que je vais essayer juste de montrer quelques endroits où on a des occurrences. Peut-être que les amis peuvent ajouter et partager, essayer de commenter là-dessus. Alors, j'ai mis une carte là, pratiquement une carte géologique à droite. Et il y a une carte qui présente des occurrences de fer dans notre pays. Alors, comme vous allez les remarquer, nous avons la carte géologique présente les 8 provinces métallogéniques que nous avons actuellement. Alors, on va juste essayer de situer ces occurrences par rapport aux provinces métallogéniques de notre pays. Alors, on va aller d'abord là où beaucoup d'études ont été menées, c'est plus dans la province orientale. Et donc, c'est cette zone, la première zone ici qu'on appelle les blocs au Congo. Donc, la province métallogénique du bloc du Haut-Congo. Après cette zone, nous avons encore des occurrences pratiquement ici, au sud, où nous avons la zone, le bloc Karagwe-Ankole, pratiquement dans les Grands Kivu. Et puis, nous avons dans les blocs Kasaï, donc le bloc 3, le bloc Kasaï, nous avons aussi des occurrences de fer. Et aussi, il y a des occurrences de fer dans les Grands Katanga. On peut voir dans la zone 4. Et puis, il a aussi été le Congo central, vers Tchela. Nous avons aussi des occurrences. S'il y a des questions, peut-être, bon, les amis peuvent toujours partager au même moment. Mais ça, c'est ce que nous savons en ce moment, certaines compagnies ou encore par des Belges à l'époque coloniale. OK, merci beaucoup, Trézène. Et ça, c'est de façon un peu succincte. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un peut ajouter quelques lignes sur le mot de mise en place et la géologie en profondeur, essentiellement parce que, comme Trézène a dit, il y a la province, il y a la partie nord-est de la RDC qui a bénéficié de beaucoup de travaux d'exploration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore ajouter sur la géologie de cette région? Bon, moi personnellement... Oui, je donne la parole à M. Mokili. OK. Est-ce qu'il y a moyen de les désactiver, s'il vous plaît? Oui, il peut désactiver son micro. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer Dimitri? Il y a un Dimitri là. Il y a moyen de le bloquer, s'il vous plaît? Non, Dimitri, écoutez, bonjour à tout le monde. Vous m'écoutez maintenant? Oui.
Bon, alors, Oui, oui. c'est la première fois que j'assiste à cette rencontre que vous avez initiée depuis quelques années, disons quelques mois. Je m'appelle Mokili, je suis professeur de géologie. J'enseigne à l'UNIKIS et j'enseigne également à l'université de l'Ouélé à Isiro. Tout à l'heure, ici, vous avez parlé de Dimitri. Dimitri, c'est mon assistant, celui qui m'avait mis en contact avec vous. Alors, si je reviens directement au premier point que vous avez soulevé, c'est concernant les connaissances géologiques concernant le fer dans la région, disons dans l'ex-province orientale ou dans ce que vous avez dit ici, le bloc A. Il y a beaucoup d'informations qui existent mais qui ne sont pas encore publiques, notamment des informations qui viennent de Rio Tinto. Rio Tinto a fait beaucoup d'enquêtes, disons beaucoup de terrains dans cette région, dans la région de Pawa, dans la région de Yangu, dans la région de Poko, même dans la région de Télé. Ces données sont encore pas publiques. Je pense que ceux ou celles qui ont la possibilité d'entrer en contact avec cette compagnie, d'essayer de prendre les informations qui sont disponibles, c'est-à-dire qui peuvent nous donner, afin qu'on puisse approfondir, n'est-ce pas, cette partie, disons, la connaissance géologique dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je voulais ajouter comme information. Deuxième chose, ce n'est pas disons, une information. Je tiens à vous féliciter, vous les jeunes, que vous essayez maintenant de nous mettre en contact. Quand j'étais encore au Congo, c'était un peu difficile parce que la connexion fait souvent défaut. Présentement, je suis au Canada où j'enseigne aussi la géologie et je vous dis que je suis vraiment ravi de voir cette initiative que vous avez lancée. Une autre chose que je voulais, il y a eu déjà des séances précédentes. Si possible, si vous pouvez mettre ça en ligne ou moyennant un tarif académique, afin que nous qui enseignons des cours en Congo, nous puissions soit avoir ça sous vidéo, qu'on peut laisser à d'autres étudiants, disons jeunes, afin qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire. C'est tout ce que je voulais dire comme information. De nouveau, je répète, je récapitule, il y a beaucoup d'informations que Rio Tinto possède. Ça, je commence à en avoir quelques-unes et qui donnent vraiment sur la nature même de la minéralisation dans cette partie-là. Disons, sur l'évaluation de teneur en fer, dans la région de Yangu. C'est un étudiant de L2 géologie à l'université de Kisangani qui s'en occupe. Et je vous promets, dès qu'on aura les résultats, on pourra, n'est-ce pas, mettre à votre disposition pour enfin de les diffuser à travers, n'est-ce pas, votre réseau. Encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vraiment, c'est un plaisir de vous voir parmi nous cet après-midi et l'honneur que vous faites à INEX. D'emblée, je peux vous répondre, c'est cela, vos préoccupations entrent dans le cadre des missions de l'INEX, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les opérateurs miniers. Et ce qui est vrai, les opérateurs miniers transmettent des rapports annuels ou mensuels auprès de l'administration des mines. Et nous ne savons pas ce qui est fait au niveau de l'administration. Notre travail consiste à être comme une plateforme qui consiste à rassembler les données existantes, que ce soit les données anciennes ou les données de l'industrie minière. Nous sommes même en contact avec l'administration des mines parce que là où eux ils ne peuvent pas, par exemple, compiler toutes ces données, nous allons le faire. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé avec Rio Tinto dès les débuts. Donc, j'ai vu même naître la faculté de géologie à Isiro. Donc, j'étais dès les débuts avec Rio Tinto jusqu'à la fermeture. Je suis conscient qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et qui nécessitent quand même que les géologues congolais en bénéficient. Donc, nous prenons bonne note et nous vous tiendrons informés si à la fin ou même dans les chats, vous pouvez nous donner
vos références et nous espérons garder contact avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et monsieur Yann. Monsieur Yann, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Merci. Monsieur Yann, tu voulais compléter quelque chose? Oui. Un problème de connexion. Vous m'entendez? Ok, monsieur Yann n'est pas sa connexion. Hein. Oui. Je disais que nous sommes Allez-y, s'il vous plaît. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, apparemment, ça parle en retard, en fait. Ça intervient en retard. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous attend, mais je pense que c'était un problème de vitesse des réseaux. Oui, OK. Tu peux parler. OK. J'allais juste compléter en fonction. OK. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter sur le premier point. Nous sommes en train de discuter sur l'état des connaissances. Donc, oui, Trézène, tu peux compléter quelque chose? Je crois qu'il a des soucis avec sa connexion. Je crois que quand il va venir, il pourra toujours compléter. Alors, on a parlé des occurrences et peut-être on va ajouter les points sur la géologie des fer dont on parle ici, étant donné que la plupart d'entre nous sont des géologues. Alors, c'est sur comment se forment les fers. Alors, concernant la géologie des fers, d'abord, la première des choses qu'il faut savoir, c'est les fers. On parle aujourd'hui comme minéraux, c'est banded iron formation. Les banded iron formation, chez nous en français, dans notre académie, ce sont des itabirites. On parle d'itabirites en français. Et ces roches, comme je les ai définies, j'ai montré certaines zones où on les trouve. Ça se forme comment? Étant donné sur le plan géologique. Alors, il y a beaucoup de théories dont je ne veux pas trop m'hasarder là-dessus. Et je vais essayer de passer un peu plus rapidement sur ce point. Alors, nous, dans les fers que nous avons à travers le monde, la plupart des fers que nous avons à travers le monde proviennent d'abord des minéraux, de certains minéraux qui composent ces banded iron formation. Et parmi ces minéraux, nous avons la magnétite, l'hématite, la guétite, voire même des minéraux carbonates riches en fer. Nous avons des sidérites. Et ce sont ces minéraux-là qui nous donnent pratiquement la plupart des fers que nous avons. J'ai vu quelqu'un voulait réagir. OK. Alors, OK, il n'y a pas quelqu'un qui réagit. Il y avait quelqu'un. Ouais. Vous avez fini? Alors, non, je peux toujours commenter. Il y a Yann qui voulait intervenir, raison pour laquelle j'étais en train de m'arrêter de parler. OK. Monsieur Yann, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ma connexion marche maintenant.
Je ne sais pas si ma connexion est opérationnelle. Yann, on t'écoute, s'il te plaît. Ah, OK. Ouais, j'allais... Ouais, on vous entend, s'il vous plaît, monsieur Yann. Ah, OK, merci beaucoup. Bon, excusez-moi, la connexion est un peu dérangée en brousse. J'allais plutôt intervenir sur la manière dont, comme Trézen le disait par rapport à la géologie du fer, alors comme nous savons, la plupart des minéralisations liées au fer sont dans la grande partie dans les itabirites, comme il le disait en anglais, BIF, les Banded Iron Formation, et qui sont généralement de l'archéien, parce que c'est dans cette période-là que ces roches-là se sont formées, et une grande partie, et une petite partie s'est formée à la fin du Protérozoïque lors de la grande glaciation dans le Protérozoïque. C'était juste ce que je voulais ajouter en termes de Banded Iron Formation. OK. Merci beaucoup, monsieur Yann. Quelqu'un d'autre voulait intervenir sur, nous échangeons sur le sous-thème géologie et potentiel. Maintenant, OK. j'ai une question aussi. Je voulais placer quelques mots en ce qui concerne principalement les gisements de la province orientale, parce qu'à l'heure actuelle, hormis les gisements. Oui, monsieur Yann. Non, continuez, ma Oui? connexion vient en retard. J'ai du mal à suivre, ma connexion vient en retard. Bon, si vous m'entendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît, comme ça, vous pouvez... OK. Alors, comme nous l'avons dit dans l'introduction, les gisements de la province orientale sont à l'heure actuelle les mieux étudiés parce qu'il y a eu quelques initiatives, d'abord vers les années 70, à travers la société italienne qu'on appelle communément SICAI, et ensuite ils ont été relayés par le BRGM. Alors, après Sika et BRGM, de 2003 à 2007, Rio Tinto avait engagé plusieurs entreprises pour pouvoir mener des investigations en ce qui concerne la possibilité du développement du fer du nord-est et de la RDC. Alors, Rio Tinto avait rassemblé les données existantes des travaux du BRGM et de SICAI. Et ces travaux ont été compilés par la société GF Consult et par Bukotim de M. Moupepele. Et l'ensemble, les résultats de cette compilation des données a poussé Rio Tinto d'entrer directement dans la province orientale, comme le professeur Mokili l'a dit, en 2008. Et comme vous le savez, l'exploration de fer commence d'abord par il faut pouvoir faire les travaux géophysiques aériens ou au sol. C'est ce que Rio Tinto avait fait. Et les travaux ont été arrêtés en 2013 suite à un certain nombre de problèmes, entre autres le prix du fer qui commençait à baisser. Et heureusement, aujourd'hui, le fer est revenu encore à $126, ce qui fait qu'on voit même des initiatives revenir en Afrique. On voit Rio Tinto qui tente de revenir, par exemple, en Guinée pour développer les projets Simandou. Alors, je voulais ici entrer vraiment au cœur
hein, de ce qu'on appelle les processus d'enrichissement du fer, du minerai de fer de la province orientale. Alors, les occurrences des gisements de fer de la province orientale aux bandes alternantes riches en silice et en magnétite et ou en émail. Écoutez, on a perdu votre voix. Hein. Je crois que Papy a des problèmes de connexion. Bon, c'est ça finalement le problème Papy? de la RDC. Parfois, on a des connexions difficiles. Alors, ouais, donc, les temps qui reviennent, Yann, on peut revenir sur certains points. Ouais. Alors, il y a les points sur le potentiel et puis la géologie dont on a parlé. La géologie, OK. Ouais, comme on le dit, comme on le disait au départ, la plupart des minéralisations de fer sont bien étudiées, se trouvent en province orientale et sont dans les chaînes archéennes, c'est-à-dire liées au Banden Iron Formation, les Itabirites. Et nous avons quelques illustrations et dont on a bien étudié un certain nombre, tels que le Mbomo et le Mont Tina, qui sont les plus connus d'ailleurs, et qui présentent des fortes minéralisations en fer de la zone. Et ces minéralisations, lorsque nous voyons les conclusions de certaines recherches qui ont été menées, par exemple, au Mont Zatou à Ngayou par M. Levesque, qui est chef de travaux à l'Université de Kinshasa, qui a établi un lien entre également les niveaux structurels et les venus hydrothermaux liés aux tectoniques, à la tectonique archéenne qui a pu minéraliser ces zones. Je ne sais pas si vous m'entendez là. OK. Oui, d'accord. Il y a, je pensais que tu allais parler de la géologie, alors, OK. Et il y a les points sur les potentiels dont Papy n'a pas encore parlé. Alors, concernant toujours ces premiers points, les derniers, on devrait parler des potentiels. Actuellement, dans l'annonce que nous avons lancée, nous avons parlé des 20 milliards de ressources en fer à travers le Congo. La question est de savoir d'où viennent ces 20 milliards. Alors, d'après la documentation actuelle que nous avons, il y a des données qui datent de Routi, pratiquement en 1961, et des données de Sikai, qui a pratiquement travaillé même pour le compte de Rio Tinto par après. Ils ont estimé, juste pour la partie province orientale, 15 milliards. Partie province orientale, Sikai a estimé à peu près à 15 milliards de tonnes de fer. Pendant que vers les années 60, Routi, dans la documentation, parle de 10 milliards. Et puis, à part ça, on a montré d'autres zones, la zone Kasaï, la zone le Katanga et puis le Bas-Congo. Ce sont des zones où nous n'avons pas assez de données, mais ces zones-là, en global pratiquement, avec les données et certaines présentations que les collègues géologues ont eu à faire, on estime à peu près à 20 milliards. C'est là où viennent pratiquement ces chiffres que nous avons. Et d'ailleurs, dans la documentation au Bas-Congo, on parle de Mont Sali qui aurait quelque chose comme 87 000 tonnes seulement. C'est pas trop.
Alors, ça, c'est en termes de chiffres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a d'autres chiffres et qui peut peut-être partager avec nous dans cet échange. Écoutez, moi, je voulais quand même dire à travers ces chiffres astronomiques, vous me suivez? Oui. Oui, oui, pour ça. OK. Donc, à travers tous ces chiffres astronomiques que nous sommes en train de donner, le gros problème pour nous actuellement dans cette région, lorsque nous parlons du potentiel, c'est la façon, disons, la possibilité d'accès, d'accès qui doit être un des facteurs les plus importants afin de déterminer réellement ce que nous sommes capables d'extraire ou de bénéficier Exact. en termes de Et ressources on va minérales. arriver là-bas. On va C'est ça, arriver. c'est On ça va vraiment arriver le à gros ce problème point-là. parce que ça, ce sont des qui peuvent changer à tout moment ou baisser ou quoi, bon, quelle que soit la possibilité. Alors, C'est à cela que j'aimerais quand même approfondir. Merci beaucoup. Oui, merci professeur. En fait, comme on le dit, comme Trézen le disait, nous avons un grand potentiel qu'on voulait démontrer, en fait, faire voir par rapport à tout ce que nous avons et voir par rapport à ce potentiel pourquoi il n'y a pas une ruée de toutes les entreprises qui sont intéressées dans ce domaine-là et pourquoi il n'y a pas également une planification à long terme par rapport aux différentes infrastructures que la RDC est censée mettre en place. Parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir une planification globale en voyant ce que nous avons, en estimant et en voyant de quelle manière pouvoir améliorer ces gisements pour les rendre viables. Parce que le grand problème actuellement reste l'accès, comme vous l'avez dit. Ces gisements-là sont dans des zones où les connexions sont difficiles en termes de route et généralement les minerais de fer où les exploitations en fer demandent beaucoup d'infrastructures pour qu'ils soient mises en place. Merci, Papy, pour les retours. On était en train juste de déterminer les premiers points sur l'état des connaissances et ce que nous savons actuellement sur les fer. Et votre micro ne passe pas. Bon, en attendant qu'ils reviennent, je voulais également parler, vous avez cité les grands, disons, les grands gisements primaires du fer. Je pense que de plus en plus, compte tenu des problèmes d'accessibilité, il faudra qu'on commence à penser au potentiel de gisement que j'appelle secondaire. Il y a beaucoup de fer qui sont dans les cuirasses latéritiques dans cette région-là. Je pense que nous pouvons avoir accès à ça facilement, plus facilement que d'investir de gros montants dans ce que Rio Tinto est capable de faire ou d'autres compagnies à l'échelle mondiale. Mais il y a beaucoup de potentiel de fer qu'on souvent on n'essaie pas, on n'arrive pas à déterminer ou on ne trouve pas un moyen qui, n'est-ce pas, pour essayer de les quantifier. C'est les gisements de fer, disons le fer qui se trouve dans les gisements secondaires que j'appelle les cuirasses latéritiques. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut trouver d'autres possibilités, disons financièrement de moindre importance, pour l'exploiter localement. Je dis ceci quand vous connaissez, comme peut-être ceux qui étaient dans la province orientale, acheter un clou, ça pose des problèmes, c'est très cher, nous devons importer des clous en Ouganda.
Il y a beaucoup maintenant, là, ce sont des motos maintenant qui sont les moyens de transport dans cette région-là. On peut bien arriver, n'est-ce pas, à récupérer cette eau, disons, c'est fait que c'est tout dans les cuirasses latéritiques, afin d'avoir le fer pour qu'on puisse utiliser comme matière première dans la fabrication ou dans la fabrication de tout ce qui concerne le métal qui emploie le fer. Voulez-vous, dans cette région-là, historiquement, le fer venait, disons, les gens venaient de l'Égypte avec du sel et le fer était, ils échangeaient le sel contre le fer pour fabriquer des fonds de la cuirasse latéritique. C'est ça le potentiel sur lequel je pense de plus en plus. Comment développer une technologie, comment penser, n'est-ce pas, à quantifier ce fer à partir de la distinction des différents types de cuirasses latéritiques. Voilà un peu ce que je voulais qu'on conclue au sujet du potentiel de fer dans la plupart des régions de l'Afrique où le moyen ou la technologie est encore en retard par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs. Voilà, je vous remercie. Peut-être dans 5 minutes, je suis obligé de quitter parce que j'ai quelque chose à réaliser. De nouveau, je vous contacterai, comme on l'a dit, on pourra peut-être échanger plus davantage dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour vos interventions aussi riches. Merci beaucoup. On tiendra compte de vos observations. Et dans les futurs, je pense que nous serons à même comme les anglophones disent, to team up. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci. S'il y a plus d'intervenants en ce qui concerne le premier sous-thème, géologie et potentiel, je pense qu'on peut passer au deuxième, en savoir les potentiels investisseurs. Il y a des réactions, il y a ceux qui veulent intervenir. Ok, d'accord, merci beaucoup. Nous passons au deuxième sous-thème, et à savoir potentiel investisseur. Comme j'avais dit dans l'introduction, nous savons que le fer, ce n'est pas comme l'or ou le diamant, et ne peut pas être exploité avec les mêmes méthodes que nous faisons pour l'or et le diamant, où n'importe qui ne peut pas venir rien qu'avec sa bêche ou sa pelle et commencer à faire tout et exploiter. Donc, ça demande beaucoup d'infrastructures, ça demande beaucoup de moyens. Et alors, c'est pourquoi ici, en termes d'investisseurs, je ne sais pas si quelqu'un a un mot à placer là-dessus. Oui, Papi, en termes d'investisseurs, bon, au Congo, nous savons l'un des plus grands investisseurs, c'est Rio Tinto. C'est Rio Tinto qui a commencé, qui a investi sur le fer pratiquement de 2018, qui a commencé l'exploration en 2008 et puis a arrêté en 2013. D'ailleurs, vous-même, vous êtes un monument vivant. Et puis, on a eu aussi d'autres sociétés, je crois, au RICO. Donc, IRICO plutôt, qui a une société de Dan Gettler qui a aussi investi là, un moment à travailler là-dessus. Et concernant Rio Tinto, je pense que vous êtes peut-être la personne mieux placée pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que Rio Tinto arrête brusquement. Nous, je me rappelle, nous, on était à l'université à cette époque. Et d'ailleurs, je suis parmi même si vous avez pratiquement vous m'avez fait passer un test
et puis malheureusement Kibali. Alors, donc Rio Tinto était pratiquement en 2008 et puis on était tous, on avait envie tous de travailler pour Rio Tinto à cette époque-là. On n'a pas compris quelques temps après Rio Tinto a fermé. Et si vous pouvez nous dire un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé sur cet investissement. Ah, ok. Merci. Allô? Oui, oui, alors, c'est Pierre, hein, je voulais un tout petit peu intervenir avant papier. Hein. D'accord. Ok, c'est bon, concernant les potentiels investisseurs, moi je voudrais bien commencer par citer d'abord le gouvernement congolais. Parce que quand on parle des potentialités en fer, là, ce sont des investissements qui demandent à ce que vous puissiez avoir une infrastructure en place et robuste qui pourra permettre à ce que le coût concernant les opérations en place ne puisse pas être très élevé, car tous nous connaissons le prix du métal sur le marché et le volume qu'il faudrait produire pour rendre un tout petit peu viable le business en question. Je pense que pour parvenir à bénéficier de ces ressources en fer dans notre pays, il nous faudra l'engagement de l'État, qui doit prendre sa part quelque part, comme on le fait avec Kinga et les autres grands consortiums. Et je pense qu'il serait mieux que l'on fasse de même pour nos potentialités en termes de fer ou manganèse, ainsi de suite. Parce qu'appeler un investisseur à pouvoir tout mettre en place. Vous savez, les usines de transformation de fer là, va vous demander une grande consommation en termes d'énergie électrique. Chose qu'on n'a pas dans la région. Ça va vous demander une voie d'évacuation un peu rapide et à faible coût. Chose qu'on n'a pas jusque-là, parce que quand vous voyez le port le plus proche, je ne sais pas, ça peut être au Bas-Congo, tout comme à Dar es Salaam ou Mombasa. Mais comment accéder à tous ces endroits-là? Parce que voir juste quitter Ouattara ou bien Doko et aller à Kisangani, mes amis savent comment est-ce qu'il faut faire des détours ou soit quels moyens nous utilisions. Et le mieux à faire aussi pour évacuer le fer sur de longues distances pareilles, c'est les chemins de fer, comme on l'a vu avec Simandou et la collaboration qu'on est en train de voir entre la Guinée et la Sierra Leone ou Libéria, si je ne me trompe pas. Et toute cette infrastructure qui vient de mettre en place et les accords avec l'État, en ce qui concerne les taxes, a permis à ce que cela soit un tout petit peu viable pour mettre en exécution ces projets. Et malgré ça, vous saviez qu'il y a encore des doutes et il y a encore des pourparlers pour mettre en place un modèle économique un peu plus strong, quoi. Je pense pour moi qu'on doit commencer par là. Ce ne sont pas des privés seulement qui doivent venir dans cette zone pour commencer à chercher, à exploiter cela. Nous devons l'offrir en tant qu'État congolais aussi sur les marchés et montrer qu'est-ce qui sera notre part afin de rendre cela viable dans la région. Je pense que c'est un tout petit peu ma contribution à ce qui concerne les potentiels investisseurs. Merci beaucoup Pierre. Vraiment, nous sommes honorés de votre présence. Merci beaucoup. Et on sait que vous êtes très, très chargé, mais venir assister à ce forum, c'est vraiment un encouragement, surtout pour la jeunesse que vous avez commencé à encadrer depuis longtemps. Merci beaucoup. Alors, pour compléter, Pierre, c'est vraiment dans le même cadre. Moi aussi, j'allais intervenir pour insister là-dessus. Parce que les investissements comme l'exploitation et la commercialisation du fer ou de l'aluminium, et ça nécessite l'implication du gouvernement. Donc, il faut considérer le gouvernement comme le premier investisseur.
Bon, hormis les gouvernements congolais, c'est vraiment dans les top 5, hein, dans les top 5, si vous regardez très bien dans les top 5, on a BHP Billiton, on a Rio Tinto, on a Vale, on a Anglo-American, et puis après, il y a encore quelques Australiens qui s'intéressent au développement de projets miniers du minerai de fer. Alors, les raisons qui ont fait que Rio Tinto s'est retiré, c'est vraiment multiple et ça entre dans les cadres de la politique globale de Rio Tinto. Comme vous le savez, si vous travaillez pour les multinationales, ce n'est pas seulement les conditions locales ou ce qui se passe dans un pays qui pourrait avoir des implications sur l'ensemble des projets. Les décisions sont prises globalement et c'est une stratégie globale. Déjà, pour une petite histoire, l'introduction de Rio Tinto en RDC, les projets n'étaient pas destinés pour la RDC. Et ils étaient déjà à Simandou, comme il y a eu des problèmes avec les gouvernements guinéens qui a cherché à introduire les Chinois et les Brésiliens dans le même projet parce qu'ils trouvaient que construire plus de 700 km de chemin de fer et Rio Tinto avec beaucoup de procédures et ça prenait le temps. Et pour eux, c'était important d'introduire encore d'autres partenaires pour faire accélérer les travaux. Et en ce moment-là, les Chinois étaient prêts à mettre les ressources financières suffisantes pour réaliser le projet du chemin de fer vers l'océan Atlantique. Alors, à part ça, et après Rio Tinto, sur le plan global, ils avaient pris la décision d'entrer au Gabon. C'est là où nous avions commencé. On a fait 1 ou 2 mois. Et au Gabon, ils ont connu le même problème. Le problème, c'était le problème environnemental. Et le projet a pris 2 mois seulement. Et il y a eu des sérieux problèmes avec Global Witness. Et il y a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que des ONG ont commencé à parler sur la forêt, le bassin du Congo au niveau du Gabon. Comme vous savez, comme en province orientale, le fer se trouve vraiment dans un environnement forestier, et donc ce qu'on appelle les rainforests. Alors, c'était compliqué. On a fait presque 2 mois. On ne travaillait pas jusqu'à ce que les directeurs d'exploration Afrique aient pris la décision de venir au Congo. C'était un peu ça le contexte qui a fait que Rio Tinto entre au Congo, mais il y avait beaucoup de discussions. Ce qui est sûr, comme j'ai dit, les quatre majors, ils ont les données sur le global, sur le monde entier, en ce qui concerne les bulk commodities, que ce soit pour les minéralisations de bauxite ou de fer. Ils ont vraiment des données. Et à tout moment, compte tenu des conditions du marché, ils peuvent décider d'entrer. Alors, une fois ils sont entrés au Congo, parce qu'ils avaient déjà commencé à suivre le projet depuis 2004, comme j'ai dit, ils avaient employé BRGM et GF Consult. Et ils ont produit aussi une estimation économique préliminaire. Et c'est ce qui avait motivé aussi après les déboires au Gabon et en Guinée et pour entrer au Congo. Et une fois au Congo, ils se sont butés au même problème que tous les investisseurs connaissent aujourd'hui en ce qui concerne le régime fiscal et douanier, la taxation, l'insécurité, tout ça. Et au même moment, en 2012, Ebola est venu et c'était vraiment une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce qui a fait qu'une décision est tombée, que Rio Tinto devrait se retirer. Bon, ce qui est sûr, comme on a eu à parler, les gisements du minerai de fer en RDC restent un potentiel sûr, donc dont la valorisation est vraiment cruciale pour le développement de notre pays. Mais si les investissements étrangers ne viennent pas, et c'est vraiment de la part de notre gouvernement de pouvoir mettre le moyen de côté ou de commencer à planifier comment valoriser ces gisements. Et comme vous le savez, le thème que nous avions proposé est venu parce qu'on s'est rendu compte il y a 4 projets gigantesques qui sont en pipeline aujourd'hui. Il y a le projet du port à Outterail Kinshasa à Brazzaville.
le projet Grand Inga, hein, tout c'est dans la partie ouest, et puis il y a le projet pour l'amélioration des réseaux ferroviaires en RDC, sur toute la RDC, dont les Allemands ont annoncé un financement de près de 25 milliards de dollars sur 30 ans. Donc, ce sont là des projets qui peuvent réveiller nos gisements ici qui dorment. Mais tout cela, il y a d'une part la part du gouvernement et d'autre part, c'est aussi notre responsabilité à pouvoir aider à pouvoir aider à faire du bruit, à parler de cela comme nous le faisons maintenant. Merci beaucoup. OK. Il y a quelqu'un qui veut encore mettre un mot, s'il vous plaît. Je voulais juste te demander par rapport à la proposition que le professeur a eu. Nous allons passer au troisième sous-thème. Oui, monsieur Yann. Oui, la proposition que le professeur a eu à faire par rapport au cuirasse latéritique. Pensez-vous que, avec l'expérience que vous avez, que c'est possible de développer une telle approche pour avoir une production locale? Oui, et effectivement, c'est une bonne approche. Mais comme vous le savez, en tant que géologue, il se pose quand même un certain nombre de problèmes, hein, de la qualité de l'acier ou du fer qui sera produit. Donc, tout ça, ça nécessite quand même qu'il y ait des études, hein, même des études, parce que comme nous le savons, les Autochtones ont eu à exploiter déjà le fer par le passé, avant même l'époque coloniale. Donc, tout est possible, mais nous préconisons quand même qu'il y ait des études au préalable. OK, merci. OK, il y a encore un intervenant. Bon, nous allons passer au troisième sous-thème, hein, en ce qui concerne l'expérience et l'expertise, hein, sur les stades de la chaîne de valeur en ce qui concerne avec des documents, surtout en anglais, avec des experts dans les finances. Ce sont eux d'abord qui pilotent et qui font les montages financiers, tout ça. Est-ce que la RDC est assez outillée en termes d'expérience et de l'expertise sur toute cette chaîne de valeur, en commençant par le développement des décisions des projets, même si on doit faire venir, parce que le monde aujourd'hui, c'est un petit village, même si on doit faire venir, comme Pierre l'a dit, si le gouvernement aujourd'hui veut mettre les moyens, est-ce que la RDC a l'expertise nécessaire pour pouvoir piloter ces genres de projets? Président, tu veux placer un mot? L'expertise nécessaire, bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pour l'instant, et surtout sur ce domaine où il n'y a pas trop de monde qui se prononce sur les fers. Actuellement, on peut voir dans d'autres domaines, le Congo est en train pratiquement de développer beaucoup
beaucoup de spécialités. Dans d'autres commodités, il y a beaucoup plus de spécialités. Mais en tant que géologue, je crois, surtout de l'exploration, on peut s'adapter. Mais arriver à toutes les chaînes de valeur, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, je ne pense pas. Mais il y a quelques personnes, vous par exemple, vous êtes un de ces domaines, il y a quelques personnes qui peuvent mieux parler de fer, peuvent parler de toute la chaîne de valeur en commençant. Et puis, d'ailleurs, parlant juste, il y a Sikaï en travaillant, je crois, sur l'exploitation et l'extraction de ces fers. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de nous expliquer comment ils se sont résumés chaque option. Sikaï avait choisi certains gisements et il avait énuméré certains critères pour qu'on puisse exploiter. Et puis Orico, donc, qui s'est accaparé de ça et puis a étudié la possibilité de pouvoir exploiter ces fers. Ok, merci beaucoup, Président. Il y a tout ce que Orico a eu à faire, comme vous le savez. Orico, à vrai dire, c'est un spéculateur. C'est un spéculateur comme tout autre. Et nous, en tant que géologues, c'est là où on doit aussi assister dans les assises et là où, par exemple, on est en train de réévaluer ou de réviser une loi comme le code minier pour essayer un peu d'apporter. Parce que, supposons qu'on donne des permis de recherche, on donne des permis de recherche à un tiers qui n'a pour capacité financière ou technique que de faire, par exemple, des puits. Faire des puits, mais les mêmes permis ou les mêmes titres, on trouve ces chevauches avec les grands gisements de fer. Et en ce moment-là, les potentiels investisseurs, comme nous l'avons dit, ne savent pas venir pour entrer directement sans pour autant négocier des longues négociations avec les spéculateurs. C'est ça le problème. Peut-être qu'il faut discriminer les gisements comme les gisements de fer, les gisements d'aluminium, de façon à ce que ça soit réservé à des termes clairs pour des géants miniers et qui ont déjà fait preuve à travers le monde. Alors, en ce qui concerne les études, l'évaluation économique initiale, ces travaux ont été recommandés par Rio Tinto. Ces travaux ont été recommandés par Rio Tinto avant d'entrer dans la province orientale. Comme j'avais dit avant, de 2004 à 2007, Rio Tinto a travaillé avec plusieurs bureaux et cabinets pour essayer un peu de faire chercher des scénarios pour voir comment est-ce que le fer de la RDC peut être exploité. Alors, ils ont considéré un certain nombre d'options par localisation. Tu peux rentrer un peu sur là où c'est Beaumont, le projet Beaumont. Oui, je suis là sur le projet Beaumont. Oui, sur la carte. Non, pas sur la carte. Oui, le projet Beaumont, tu peux montrer le projet Beaumont. C'était pris comme un projet pilote. C'était pris comme un projet pilote et ils ont eu à faire tous les scénarios possibles et les calculs pour voir un peu la rentabilité des opérations si on arrivait à exploiter le fer de la province orientale. Alors, ils ont eu à calculer, à faire tous les scénarios et à calculer déjà le coût. Les coûts opératoires, et si on doit exploiter par exemple le fer au niveau de Beaumont, quel sera le coût opératoire, quels seront les investissements depuis l'exploration, le développement, le transport et puis la commercialisation. Ils sont arrivés à des conclusions qui sont intéressantes pour mettre sur ce grand gisement. Par exemple, vous pouvez réduire un peu la taille s'il vous plaît. Il y a moyen de réduire? Ok, d'accord. Ouais, par exemple, là, nous voyons le projet Beaumont.
Et sur Mbomou, comme nous avions vu sur la carte, il y a plusieurs dorsales orientées nord-est et puis qui fait une bifurcation vers le nord-ouest, qui fait une bifurcation vers le nord-est. Alors, si on voit très bien, il y a par exemple le premier projet, ça constituait à exploiter les gisements de Mbomou et avec comme capacité 15 millions de tonnes par an. Et les minéralisations, il s'agit de l'hématite massive, laminée et friable. Bon, avec le fer, la dureté compte beaucoup lors du transport parce que ce sont des wagons ouverts. Lorsque vous avez des minéraux friables, cela fait qu'avec le vent, ça fait, ce qu'en anglais on appelle ça powdery. Donc, ça fait que le vent peut emporter et puis la quantité peut diminuer. Alors, lorsque vous avez les lampes, par exemple, comme on appelle hématite massif, vous avez les lampes, et là, ça permet à ce que l'exploitation se passe très bien. Donc, le scénario était 15 millions de tonnes par an. Et ils ont donné comme option de transport, ils utilisent la voie routière jusqu'à Kisangani, et de Kisangani, le minerai prend des barges jusqu'à Kinshasa, et de Kinshasa, il prend le chemin de fer jusqu'à Matadi. Donc, le point d'exportation était considéré comme à Matadi. Alors, en ce qui concerne le coût opératoire pour le développement de ces projets, l'avis de Rio Tinto a un ordre global. Donc, parce qu'après avoir Orico ait fait ses études, l'avis de Rio Tinto était que vraiment c'était inférieur par rapport à, donc les coûts opératoires était inférieur par rapport à c'est ce qui est un problème parce que c'est posé un seul problème, c'était la manutention. Si vous voyez, vous prenez la route, de la route, vous arrivez à Kisangani, il y a une manutention qui doit être faite. Et à Kisangani, une fois que vous arrivez à Kinshasa, encore beaucoup de manutention pour faire quitter le minerai du bateau vers le chemin de fer. Et à Matadi encore, il y a beaucoup. Donc, ce qui faisait que le coût opératoire doublait quasiment. Et les coûts pour mettre en œuvre ce projet étaient estimés à 1,863 milliard de dollars. 1,863 milliard de dollars pour un coût opératoire de 27,5 $ par tonne. Donc, à l'époque, quand ces études ont été faites, le prix du fer était à 100 $, parce que approximativement 100 $ la tonne. J'ai essayé un peu de revoir, de chercher la littérature où on a fait les calculs des prix. Je n'ai pas retrouvé. Je pense que quand on va améliorer cette présentation, on va pouvoir le partager. Donc, voilà un peu le contexte. Et il prévoyait même faire des oléoducs, il prévoyait même la route vers le chemin de fer vers le Kenya. Et c'était vers le Kenya, c'était là où le coût opératoire était très élevé. Si vous regardez bien, l'investissement vers le Kenya. Et ça, c'était le projet Monkodo, Maé, et puis revenez un peu, s'il vous plaît, monsieur le Président. Oui, et pour le projet Monkodo et Maé, vers Montina, là-bas, vous voyez, donc il était question d'exploiter 35 à 70 millions de tonnes de fer par an, essentiellement, l'évacuation essentiellement par le rail. Essentiellement par le rail jusqu'au port de Mombasa. Et vous voyez l'investissement minier proposé, donc capitaux nécessaires pour amener ces gisements à une mine et puis ainsi de suite. Donc c'était 9,970 millions de dollars.
pour un coût opératoire de 41,6 dollars la tonne. Donc, vous voyez un peu, malgré ça, malgré cette option était quasiment exclue parce qu'on avait trouvé que malgré il y avait l'option ouest, hein, le corridor ouest, malgré il y avait beaucoup de manutention, mais c'était quand même rentable. Alors, je vais chuter pour dire que tous ces calculs, après avoir fini avec tous ces calculs, Rio Tinto était arrivé à une conclusion telle que pour exploiter les gisements de fer, les gisements de fer de la province orientale, il faudrait un minimum de 6 milliards de tonnes de haute teneur pour une exploitation de 100 millions de tonnes par an. Donc, c'était ça la conclusion qui était arrivée. Alors, c'est pourquoi quand ils sont entrés en 2008, le target était de pouvoir délimiter des réserves de 6 milliards de tonnes en 10 ans. C'était un peu ça le contexte et puis tous les scénarios que Rio Tinto avait planifiés. Donc, pour dire que les études que Rio Tinto a réalisées sont des études quand même, ça a été fait, il y a entre autres la valeur, le taux de change, entre autres les risques économiques, les risques politiques qui c'est là. C'est là même que j'allais intervenir. Actuellement, la valeur d'une tonne de fer sur le marché, c'est au-delà de 120 $. Et puis, en voyant des estimations qui ont été effectuées d'entre nous ici, peuvent se poser, ne sommes pas nous à mesure, nous, État comme investisseurs, investir sur le fer actuellement, avec le coût actuel du fer, ne sommes pas en mesure d'investir nous-mêmes notre propre fer et puis utiliser. Parce qu'il y a un moment, quelqu'un, vous-même, vous avez dit, le gouvernement a signé un protocole d'accord de 25 milliards de dollars avec la fédération allemande. Et à l'état actuel, qu'est-ce qu'on va faire? Va-t-on utiliser ou encore on va devoir revenir sur ces fers, l'exploiter nous-mêmes et puis l'utiliser pour construire tout ce que nous avons comme réseau ferroviaire et puis tous les travaux qui cadrent avec. Tout ça, c'est une question de, comme beaucoup de gens insistent là-dessus, c'est une question de volonté politique. Vous savez, lorsque par exemple le Zaïre, à l'époque du Zaïre, de plus en plus on se rend compte que le Zaïre n'était pas si dramatique, la politique zaïroise n'était pas si dramatique que ça. Parce qu'il y a eu quand même des initiatives de projets aujourd'hui que le pays en bénéficie, comme le barrage hydroélectrique de Kraïnga, le pont Maréchal, la ligne électrique Inga-Kolwezi, tout ça. C'est question vraiment parce qu'en ce moment, je ne crois pas que c'est une priorité pour l'État congolais de pouvoir mettre, par exemple, 10 millions de dollars par an pour dire que non, voilà, on commence. Mais c'est question seulement de la volonté politique. Si vous leur demandez, ils vous diront que non, ils n'ont pas les moyens parce qu'il y a encore d'autres priorités, entre autres la gratuité de l'éducation, tout ça. Mais tout dépend, tout dépend. C'est un investissement, au sens que l'État peut se dire, bon, voilà, et avec, je ne sais pas, le service géologique, avec l'administration des mines, je ne sais pas comment, avec, ils peuvent aussi prendre, parce que les privés, qu'est-ce qu'ils attendent? Les privés, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'un État, par exemple, se prononce. Vous voyez, un gouvernement se prononce pour dire que nous voulons être coopératifs, nous voulons être partenaires, nous voulons avancer ensemble. Et l'une des raisons qui ont fait que Rio Tinto peut dire, c'était aussi par rapport comme j'avais dit, au régime fiscal. Supposons que vous avez fait importer 2 hélicoptères. Les avocats vous ont dit que non, voilà, vous pouvez faire importer, les hélicoptères arrivent, font le travail, et à la fin, après 1 année, 2 ans de travaux, on vous dit que l'hélicoptère était entré
illégalement et vous devez payer par hélicoptère 6 millions de dollars d'amende, ce qui fait 12 millions de dollars. Et à l'instant, le privé s'est décidé de se retirer. Il s'est dit, nous cherchons déjà, pour développer ce projet, nous devons nous endetter, avoir des emprunts. Et des emprunts, nous voulons la participation aussi du gouvernement, par exemple, dans des grands projets d'infrastructure. Même après la mine, les projets d'infrastructure vont rester. Mais comment est-ce que l'État que nous cherchons à nous appuyer va encore nous demander autant d'argent? C'est impossible, il se retire. Donc, pour dire que c'est question de vision, c'est question de la volonté, je pense que tout est possible. Hein? Tout est possible. Oui, parlant de votre, par exemple de la vision, l'État avait cette vision avec la sidérurgie de Maluku, et la Sociédaire. L'État avait cette vision-là. Bon, ils ont commencé par la ferraille, l'acier. On a commencé même à produire. Et la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé? L'État avait investi dans les années 70 à plus de 450 millions de dollars. Et puis, ça n'a pas trop marché. Une année, deux, et puis la sidérurgie est pratiquement morte. Et puis, on a essayé de relancer. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je sais pas. Et il y avait une vision derrière. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole, mais je peux toujours continuer. Mais nous avons levé, si... Ouais. Nous avons levé, si... Ah oui, oui, oui. Allez, oui, oui. Je vois Pierre. Je vois aussi Joseph. Et si on peut donner la parole d'abord à Joseph et Pierre peut patienter, s'il vous plaît, Pierre. On donne la parole à Joseph. Yeah. Merci, Papi. Merci, cher frère. Je suis vraiment en train patiemment d'entendre tous les points qui ont été relevés ici. La seule chose qui vient, c'est un peu de naviguer entre l'anglais et le français. La seule chose qui revient, c'est les infrastructures qui peuvent permettre à ce qui est à l'intérieur, au Congo profond, de descendre jusqu'à Matadi, sinon que par le fleuve Congo. En regardant en regardant cette carte ici, je ne vois d'autres routes que le fleuve Congo. Puisqu'il n'y a pas de chemin de fer qui relie. Pas de chemin de fer. N'en parlons même pas des routes nationales. Avec ça, il n'y a que la seule chose et que les fleuves. Mais je ne sais pas, en regardant seulement la scène politique actuelle, je ne vois personne qui nous présente la vie de valoriser notre sous-sol. C'est que les dirigeants sont maintenant contents, ce n'est que d'exporter le cobalt, de Lubumba, du Katanga vers la Zambie. Oui, ce sont des pertes de taxes que nous sommes en train de déplorer. Mais valoriser la partie-là de la province, de l'ancienne province orientale, je ne vois pas la seule voie, ce n'est que les fleuves. Présentement, là où je suis, toutes les histoires ici sont acheminées par la voie routière. À moins aussi la voie ferroviaire, puisque les pays, l'Afrique s'est connectée par la voie ferroviaire. Mais je ne vois aucune infrastructure au pays qui peut faire sortir toutes ces histoires. Même dans les ports ne sont même pas dans des conditions qui peuvent soutenir ces développements. Donc, de ma part, j'ai même peur. J'ai pensé même faire un tour au pays, mais en voyant ce que je vois, j'ai même peur. Je risque de m'embourber dans un fond où je ne suis même pas capable de sortir. Puis je vois quel type de matériel, des infrastructures qui peuvent soutenir de telles idées. Moi, je suis dans le secteur du pétrole. Je ne suis pas dans le secteur des minerais. Je suis dans le pétrole. Mais en voyant seulement le fait présent comme ça, j'ai peur. Puisque le potentiel est là. Mais l'extraire, il faut des infrastructures. Quelqu'un qui peut investir, même si on a des métriques tonnages qu'on a mesurés là-bas. Mais comment les sortir? Les infrastructures nous font défaut. Et la politique actuelle, je ne vois personne même dire pouvons-nous, oui, j'ai suivi là, il y a les Allemands qui ont venu là pour relancer les projets des chemins de fer. Oui, je vois les systèmes présents avec, l'actuel présent avec cette idée-là. Mais la politique actuelle que nous pouvons se dessiner présentement là, ça ne nous assure même pas. C'est tout c'est à la fin.
dans les hôteliers, je ne sais pas, il y a tout un chien de... Mais ça me fait peur vraiment personnellement quand je vois tout ça et je ne vois personne politiquement qui même peut songer à tout ça. Ce n'est que pour prendre des postes là qui ne servent absolument à rien. Si je peux me permettre de dire que ça ne sert absolument à rien. Dans l'autre temps, nous, on voit des potentiels de l'économie. Mais on ne peut pas nous décourager. Merci, Papi, puisque ce sont des études avec qui on a besoin. Et on ne peut pas nous stopper puisque les politiciens se sont en train de s'aventurer. Nous sommes conscients de notre potentiel. On peut seulement faire aussi. Mais personnellement, ça me fait peur. Ok, merci beaucoup, Joseph, pour votre intervention. On donne la parole à Pierre. Okay, merci, Papi. Vous avez presque balayé toutes mes idées également. Mais je veux revenir sur un point pour répondre à tout ça. En fait, tout dépend d'abord de la demande. On investit dans ce qui est prioritaire et ce qui peut nous rapporter quelque chose dans un court ou long terme. Je me demande d'abord avec le réveil du géant de Simandou, là, si les potentiels investisseurs qui cherchent à mettre leurs fonds dans le fer pourront s'intéresser vraiment au Congo avec toute la situation que nous connaissons maintenant là. Bon, ça c'est un point d'interrogation. Raison pour laquelle moi je reviens à dire que l'expertise, nous l'avons. Que ce soit du côté géologique, que ce soit du côté des analystes, que ce soit du côté je ne sais quoi, nous en avons au pays. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est de vendre ces potentiels-là sur le marché, de faire ces marketing-là. Disons, nos services là, gouvernementaux qui s'occupent, je ne sais pas, ANAPI ou les autres là, qui doivent faciliter un peu la promotion de tout ce que nous avions comme potentialité. Je pense que ce sont des structures qui doivent être un peu réformées. On a beaucoup de choses. Nous sommes là, nous avons, la connaissance, elle est là, les gens sont là. Les investisseurs congolais, à ce qui concerne peut-être les conseils ou les assistances dans la recherche ou dans quoi, dans les évaluations, nous en avons. Mais nous voulons assez que le gouvernement aussi joue sa part, l'État congolais, les grands décideurs, jouent leur part à pouvoir rendre un peu ces marchés attractifs. Le gisement de fer, comme on l'a dit là, ça joue plus avec l'infrastructure. Et regardant un peu la carte que vous nous présentez, c'est possible. On peut faire, on peut valoriser ces gisements dans cette région-là. On peut valoriser. Mais qu'est-ce que le régime fiscal nous met sur la table afin d'attirer tous ces gens-là? La politique, elle peut être là, oui, pas bonne, quoi que ce soit, mais c'est partout. Vous savez, en Afrique, même en Afrique du Sud, là, il y a toujours ces problèmes. Même en Australie, on en voit toujours. Mais en amenant un grand investissement pareil, on sait toujours qu'il y a l'influence de cette main extérieure des bailleurs de fonds qui vont faire à ce que cette paix revienne. On a le cas de Kibali et autres. C'était des zones rouges, mais aujourd'hui, quand même, les gens vivent et on voit qu'il y a quelque chose qui peut tenir jusqu'à long terme. Et moi, je pense aussi, un autre point, c'est concernant le service géologique. Ouais. Ça revient encore sur l'État. Vous avez des investissements pareils, c'est pas facile, c'est pas du tout facile de les faire avec le privé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de garanties. Raison pour laquelle on insiste sur la part de l'État même. Nos services géologiques là, au lieu de se concentrer chaque fois sur le cuivre ou bien les autres secteurs, pourquoi ne pas se focaliser sur un secteur qui pourra aussi peut-être nous rapporter plus, qui est le fer, le secteur du fer. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'opportunités sur tous les pays et peut-être qu'ils peuvent se focaliser juste sur cette zone nord-est du pays et voir combien est-ce que nous pouvons développer et mettre sur les marchés. Et surtout que maintenant, avec le nouveau code minier, il y a cette part-là concernant les générations futures, si je ne me trompe pas, il pourra me compléter. Et il a été dit qu'on devait l'orienter dans le cadre des recherches et pouvoir voir encore augmenter nos ressources, nos potentialités afin de pouvoir donner quelque chose pour le monde.
Sorry, il y a des interférences là. Je sais pas. Tu peux continuer. On vous écoute. Ah, ok, ouais. Ok, ouais, c'est juste un peu ça. Il faut un certain plaidoyer. C'est un secteur qui peut attirer plus, mais si nous y mettons nous-mêmes, c'est-à-dire l'État et nos services, nous pouvons apporter ces conseils à tous ces services de l'État qui s'occupent de ces tâches, à pouvoir un peu plus approfondir, faire un peu ces marketing et voir comment attirer un peu les autres. Parce que dans la région, par exemple du nord-est, là, le réseau hydrographique, il est intense. Ça ne va pas nous manquer de générer même 100 MW dans cette région-là ou 200 MW pour pouvoir couvrir tout ce qui est des opérations qui pourront se faire dans la région. Parce que même les exploitations et autres, vous savez vous-même le coût du pétrole au pays, et comme on l'importe toujours, ça coûte un peu plus cher. Et une opération pareille, pour arriver vraiment à mieux la couvrir et à mieux en tirer un profit, il nous faut utiliser tout le moyen possible en vue de réduire un peu son coût opératoire. Le réseau, il est très grand, hydrographique. On peut y mettre beaucoup de barrages. On a vu juste le petit exemple avec Ibal, il a les 40 ou 60 mégawatts qu'on est en train de produire, juste sur des petites rivières qu'on a à côté là-bas. Et je pense que ça ne pourra pas manquer si on allait un peu plus dans le fin fond nord, là-bas. Et le réseau ferroviaire qui a existé il y a temps, et je pense qu'il fait partie aussi du MOU qu'il y a eu entre le gouvernement congolais et ces groupes allemands-là. Et si on les développait, je pense qu'il pourra rendre encore un peu cette région plus attractive. De mon côté, je pense que c'est un peu ça que nous pouvons faire. Sinon, on ne sera jamais à mesure de pouvoir attirer tous ces fonds-là dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, même le soi-disant pays du cobalt que nous appelons, et on voit même le Glencore et toutes les autres sociétés, là, bien qu'ils sont en train de tenir sur le cobalt au Congo, mais ils commencent à injecter plus maintenant de fonds dans les recherches au Canada et en Australie. Tout ça, c'est parce qu'on leur prête un environnement qui est facile à prendre et à pouvoir tirer du profit dans ce qu'ils sont en train de faire. Et chose que nous n'arrivons pas à faire. Parce qu'on a toujours pensé un peu à court terme. Mais je pense qu'avec notre génération, les initiatives que nous sommes en train de prendre pourront éveiller un peu beaucoup plus d'esprit et la conscience pourra prendre du dessus et penser un peu au futur de notre secteur et de nos professions également. Merci beaucoup. Merci Pierre. Je pense que nous touchons déjà vers la fin. S'il n'y a pas d'intervenant, on va devoir résumer un peu tout ce que nous nous sommes dit ici. Et après, nous allons nous séparer tout en espérant que la fois prochaine, on sera encore ensemble pour discuter sur un certain nombre d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, oui, je vois encore Patient. Je vois Patient, si on peut résumer un peu rapidement et puis on va devoir se séparer. Oui, Patient, vous avez la parole. Je me fais écouter. Allô? Oui, d'accord. On vous écoute. Très bien. Allô, Papi. C'est Patient aussi pour m'accorder la possibilité de parler. Est-ce que tu m'écoutes? Très bien, on vous écoute bien. Allô? Allô, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez écouter? On vous écoute. Alors, on donne la parole à Fidèle en attendant que Patient revienne. On donne la parole rapidement à Fidèle et puis si Patient ne revient pas, je pense qu'on va arrêter là. Fidèle, vous avez la parole. Voilà. Patient? Et Joseph voulait ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Allô? Je pense que Patient de retour. Hein. Ok.
j'espère que ma connexion n'était pas vraiment bonne. Je pense qu'il est en train de s'améliorer. Et ce que je voudrais dire, nous avons esquissé toutes les connaissances que faisaient sur le fait dans notre pays. Et ce que moi je voulais augmenter, c'est pour être un peu plus pragmatique. Nous tous, le Congolais que j'ai toujours serait que nous avons toujours envie et l'idée de donner des responsabilités à notre État en nous dirigeant. Il est clair qu'ils savent qui ils sont et ils sont profanes dans notre domaine. Ils ne savent pas vraiment c'est la géologie de ces pays. Alors, nous qui sommes encore jeunes et nous avons assez d'ambition et nous pouvons faire beaucoup. Moi, je veux faire beaucoup, c'est que j'ai vu dans l'Est du Congo, bien sûr, et tout ce que nous utilisons en matériel de construction entre le fer, le béton, les clous, les consorts, tout ce qui est métal, il nous vient de Lunda. Nous parvenons à en acheter en Lunda. Nous en avons en Ouganda, que l'Ouganda exploite le ferraille, les mitrailles, entre guillemets, les fers déjà usés. Ils les achètent, eux, ils mettent dans une fonderie, ils donnent la forme, et puis nous allons encore acheter dans la partie interne de la RDC, en arrivant au niveau de Wamba. Wamba, c'est un territoire dans Haut-Toué. J'ai vu des morceaux de pics, de fer dur. J'avais posé une question aux endroits que j'ai trouvés. Je me dirais que ces connes, ont été fabriqués par nos ancêtres, nos grands-parents ou arrière-grands-parents, pour ne pas dire ancêtres. C'était quand vous épousez une femme, il est présenté cette structure de ferraille qui pèse environ 5 kg, du fer fondu qui pèse 5 kg à la belle-fille, et là, on te donne d'autres conditions pour la dot. Ça signifie que nos grands-parents avaient déjà utilisé le fer au Congo. Pourquoi pas nous avons des connaissances scientifiques et nous exerçons dans des domaines de recherche et de fidélité de certaines commodités? Pourquoi ne pouvons-nous pas, d'une certaine manière, je veux dire, investir, nous basant sur les parts de fourneaux, la fonderie? C'est un système qui coûterait extrêmement trop cher, mais qui pourrait nous aider à commencer quelque part. Commençons pour que nous puissions tirer l'extérieur. L'extérieur veut chercher l'or au gros, puisqu'ils ont des artisanaux qui donnent, des industriels qui s'y gèrent. Alors, si nous pouvons commencer à un endroit avec, si pas un néologue, nous avons des personnes que nous pouvons motiver à commencer avec un haut fourneau, fondre le fer. Il y en a à grande quantité du côté de Boucha, dans le bas du Pelé. Le fer pur, l'œil nu, facilement ramassable, pas pur à 100%, mais plus de 70% à 80% de pureté. Que les gens peuvent mettre dans la fonderie et donner de forme pour avoir un fer à béton. Pour que nos amis architectes, et nous savons tous que le Congo est encore un grand chantier qu'on est en train d'écrire partout, que les amis qui font l'architecture, la construction puissent s'approvisionner en métaux, en fer à béton, en clous, et j'en passe. Pourquoi j'ai dit ceci? Parce que nous nous retrouvons toujours, le fait que nous avons volé, c'est voir les chefs, l'autorité de l'État, qu'est-ce qu'elle fait. Mais nous devons d'abord comprendre que l'autorité de l'État n'a pas nos puissances. Nous avons nos bagages intellectuels et nous devons le mettre à la service de nos côtés. Pour cette raison, une fois Papi était en train de dire que nous sommes partis à l'université non pas seulement pour chercher du boulot, mais pour en vivre aussi. C'est dans cet angle que je pense que l'INEX a vu jour. Nous sommes en train de voir qu'on quitter de cette lanterne et chercher les boulots et en créer pour les générations futures.
certainement, ce n'est pas le monde qui va nous emboîter les pas. Ceux qui sont avec nous, on avance. Ceux qui ne sont pas avec nous, ils restent comme ça. Alors, c'était ça ma façon de voir. Si nous pouvons chercher pas des milliards ou des millions de dollars pour avoir un exemple au fourneau au niveau, à un endroit au Congo, il y a beaucoup sous forme d'exploitation artisanale du fer ou semi-industriel, on peut déjà penser là et de là les autres qui sont à l'extérieur avec beaucoup de milliards comme les Tito et leurs amis peuvent venir investir en disant que oui, il y en a. Ça. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été bavard. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Patient, pour votre intervention. Bien que qu'on puisse nous approprier aussi des investissements, aussi petits soient-ils. Bon, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je vais essayer un peu, bien que ce ne soit pas fidèlement, je vais essayer un peu de rappeler les points saillants que nous avions échangés ici. Le premier intervenant a parlé sur essentiellement sur des données existantes. Cela veut dire qu'il y a des sociétés, entre autres Rio Tinto, qui a tenté d'évaluer la province orientale, mais les données jusqu'à ce jour ne sont pas accessibles. Et qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire, soit entrer en contact avec la dite société pour pouvoir dans les analyses. Alors, il a parlé aussi de l'encouragement à INEX et il pense que non, on peut continuer à échanger, mais à partir de façon à développer encore d'autres projets. Donc, Pierre a insisté sur la promotion. Il a insisté sur la promotion des projets. Et par le gouvernement d'abord, il a dit le premier investisseur doit être pour ce genre de projets, ce genre d'initiatives, doit être le gouvernement congolais parce que ce sont des projets qui nécessitent des infrastructures, qui nécessitent un régime fiscal attrayant, qui nécessitent une expertise. Et il a insisté encore sur le fait que l'expertise technique au sens strict, il y a l'expertise et même des analyses financières dans le montage des projets financiers, dans l'analyse financière et qui peut faire face aux investisseurs étrangers. Il y en a, mais c'est question de pouvoir nous vendre nous-mêmes à travers des initiatives. Il a cité un certain nombre d'organismes publics et services spécialisés du gouvernement. Entre autres, l'ANAPI qui peut prendre ces genres de projets comme le faire et essayer de le promouvoir auprès des investisseurs étrangers ou auprès du gouvernement congolais et ensemble avec les corporations professionnelles. Et il a insisté aussi sur le fait qu'il y a le code minier révisé qui donne assez de pouvoir, par exemple, aux générations futures. Et il y a un fonds pour les générations futures dont parmi les missions de ce fonds, c'est financer aussi les services géologiques nationaux. Et le service géologique national ne devrait pas prendre les projets embrasser tous les projets au même moment. Il peut se focaliser sur un projet spécifique et mettre les moyens nécessaires de façon à développer ces projets. Il a parlé aussi dans ces zones réputées comme reculées, les réseaux hydrographiques et intenses. Cela veut dire qu'il y a des rivières. Moi, je vais ajouter même que si vous regardez, si vous lisez les livres d'histoire, on vous dira que chaque fois, on dit toujours que Stanley, il a commencé par Léopoldville, il a remonté la rivière Telle, il est arrivé à Ubangi, il est arrivé à Ouélé. Donc, si déjà vers 19e siècle, ils ont conquis le Congo grâce au réseau hydrographique, mais qu'est-ce que nous faisons de notre réseau hydrographique qui est intense? Il a parlé des réseaux hydrographiques, par exemple, pour l'évacuation, pour les projets de barrages hydroélectriques et produire minimum 50 mégawatts. Il a parlé aussi du réseau ferroviaire existant, comment est-ce qu'on peut les réhabiliter, tout ça.
Alors, un patient a insisté sur le fait que il ne faut pas attendre des grands projets. Par exemple, en Ouganda, ils utilisent la ferraille, ils rassemblent la ferraille pour pouvoir fabriquer l'acier nécessaire que les Congolais s'approvisionnent même en Ouganda pour les travaux de construction des immeubles, de l'habitat. Il a insisté pour que nous aussi, à notre tour, et à travers des petits projets que nous sommes en train de demander, si nous pouvons aussi nous approprier ces genres de projets, et voir dans la mesure du possible comment on peut acquérir la technologie d'eau fourneau, par exemple, et comment ça se passe, de façon à ce que nous aussi, nous puissions être à même d'avancer dans la technologie et dans les initiatives pour le développement du Congo. Chers amis, il ne nous reste plus qu'au nom de l'UNEX, au nom du comité de l'UNEX, du président de l'UNEX, M. Yann Paka, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à nous donner rendez-vous pour le samedi prochain. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un thème ou si vous avez une question et nous allons échanger. Merci beaucoup et au revoir. Merci, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.